Alors, merci donc à ceux qui sont venus à l'heure. Et pour ce petit webinaire sur le pilotage du besoin en fonds de roulement et sur les outils, le rappel des outils existants dans les secteurs bancaires et d'assurance pour financer le BFR. Tout ceci dans un contexte d'inflation. Donc, c'est vrai que c'est actuellement un des problèmes. Et donc, on a demandé à des spécialistes du sujet, à savoir donc Natacha Bréjon et Jérôme Briel, qui sont tous deux d'anciens banquiers, mais qui aujourd'hui sont conseillers en financement au sein du cabinet ADO Conseil et Finances, qui vont donc nous présenter un petit peu la façon de gérer le BFR et puis derrière les outils. Et puis pour amener aussi l'apport d'un financeur, on a demandé à BPI France, qui est donc bien connu de tout le monde, mais qui dispose de très nombreux outils dans divers domaines, de venir un peu exposer ces solutions pour financer la trésorerie, le BFR. Donc pour ça, nous avons donc ce soir Pauline Lévesque avec nous, qui est chargée d'affaires financement pour le court terme et donc qui s'occupe du Maine-et-Loire. Donc vous aurez peut-être l'occasion de la découvrir, ceux qui n'ont pas eu affaire à BPI France. Donc, je vous propose donc de couper les micros, de poser vos questions au fur et à mesure par écrit, et donc à la fin, on relira les questions, puis vous pourrez à ce moment-là poser aussi des questions par oral, parce on devra avoir le temps pour ça. Donc, Jérôme, c'est vous qui vous lancez en premier. Je vous laisse la parole. Allons-y, merci pour l'introduction, Pierre. Bonjour à toutes et tous. Je vais excuser tout de suite Natacha qui devait être à mes côtés, puis qui est en fait encore en rendez-vous client et on s'est démultiplié en deux, mais c'était beaucoup plus long que prévu et donc c'est moi qui vais me démarrer et qui va me coller à l'exercice et donc mais vu que je l'avais préparé avec Pauline, y a pas de sujet, on va se le faire à deux voix. Très bien. Sur le sommaire, l'objectif de cette intervention, c'est pas de faire un cours d'analyse financière détaillé évidemment, mais c'est d'essayer de comprendre un peu et de relier ce qui se passe actuellement, le contexte, et nous ce que l'on constate dans aujourd'hui des sujets de pilotage du cash et de trésorerie. On l'a tourné autour du BFR parce que c'est un sujet et ça permet aussi de recentrer le sujet sur cette thématique-là et sur le financement derrière, évidemment, parce que le contexte a des impacts, évidemment, sur les logiques de financement. C'est l'intérêt aussi de la présence de Pauline, aussi de pouvoir vous mettre en évidence, et vous le verrez en fin de présentation, ce qui peut être fait en matière d'outils financiers et notamment spécifiquement ce qui peut être fait par BPI, qui est un acteur qui propose des choses aussi qui peuvent être un peu différenciantes par rapport à ce que peuvent proposer les banques, mais on abordera bien ensemble le panel des outils financiers qui peuvent être existants aujourd'hui à disposition et à Je votre disposition. vous rappelle. À plus. Je vous rappelle. Donc, coupez vos micros, s'il vous plaît. Merci. Donc, Ouais. voilà. Ouais, je suis au courant. Voilà. Jérôme, je vous laisse continuer. J'ai passé le slide suivant. Peut-être un élément introductif sur le contexte inflationniste qui est résumé sur une slide qui est assez simplifiée, hein, mais de se dire derrière que finalement, dans un contexte d'inflation, l'enjeu, c'est ce qui est, quand vous êtes face à l'écran, ce qui est à gauche, c'est le pilotage de votre cash. Et pourquoi le contexte inflationniste aujourd'hui a des effets que nous, on constate forcément régulièrement dans l'accompagnement des PME sur le cash? Parce que finalement, l'inflation, ben, on la retrouve à plusieurs niveaux dans votre pilotage d'entreprise. Forcément, l'impact le plus évident que l'on constate aujourd'hui en période d'inflation, c'est les impacts sur la rentabilité. C'est-à-dire que plus compliqué de maintenir ses marges, où ça se resserre parce qu'on a une hausse de coûts de matières premières. Plus compliqué de gérer aussi ses charges de structure parce que les charges de structure ont augmenté avec l'effet de l'inflation, toutes les charges fixes de l'entreprise. C'est très flagrant, notamment sur le coût de l'énergie, quel que soit qu'on utilise du froid, du chaud, du carburant. Voilà, ça a forcément des impacts extrêmement importants. L'impact inflationniste, on le retrouve aussi dans la dimension sociale, sur les salaires. Et donc, résultat, je pense que pour tous les dirigeants d'entreprise, le combat de tous les jours, c'est de s'assurer
qu'on arrive à tenir une marge de brut, qu'on arrive à rehausser ses prix, à rehausser ses marges ou à reconstituer ses marges, on va plutôt dire ça comme ça, et puis à maîtriser l'ensemble de ses charges, mais dans un contexte d'inflation où on est amené à subir forcément des hausses. Donc, il y a un impact rentabilité et on va voir l'illustrer sur un petit cas juste assez schématique de ce que ça peut donner. Le deuxième impact dans un contexte inflationniste et qui touche également à votre cash, celui-ci, il a des impacts sur le cash, mais des fois, il est un peu plus caché. C'est les impacts structurels, c'est-à-dire que de manière lancinante, vous avez tranquillement des petites choses qui dérapent ou sur lesquelles vous subissez forcément des contraintes, à savoir le structurel, c'est quoi? C'est j'ai des délais clients qui s'allongent tranquillement parce qu'il peut y avoir des petites tensions de trésorerie, j'ai des paiements fournisseurs où on me resserre un petit peu plus dans le règlement, j'ai des stocks qui ont un petit peu gonflé parce que j'ai de la rareté de matières premières. Enfin, on va dire que tout ça autour de la composante du besoin en fonds de roulement, l'impact inflationniste, tout ce qui s'est passé récemment, a pu modifier de manière peut-être choisie ou de manière subie, on ne sait rien, mais dans tous les cas, ça a pu modifier la structure de votre besoin en fonds de roulement. Et ça peut avoir un impact cash, de consommation de cash. Donc ça, c'est un peu plus caché, mais ça consomme du cash. Et tout ça, forcément, les deux réunis ont un impact financier important parce que l'inflation aussi, on le retrouve sur le sujet de la finance. On va le voir après sur le coût de la charge financière de l'entreprise et impact financier sur la ressource financière qu'il faut aller chercher. Donc, on l'a illustré après sur un petit cas d'illustration sur 2 exercices consécutifs. Se dire, c'est très très schématique, hein, quand une entreprise, on raisonne beaucoup en cash en fait, hein, c'est pour ça que je n'ai pas parlé de résultat net, mais j'ai parlé de CAF. La CAF de l'entreprise étant le cash généré par l'exploitation. C'est ce qui est monétisable, voilà, c'est la trésorerie d'exploitation, c'est ce qui ressort. Et une entreprise qui avait aujourd'hui un cash, ça faisait 1 million de chiffre d'affaires et qui sort 100 000 de cash, qui ouvre et qui a un BFR de 140 000 euros parce qu'elle a des stocks, elle a besoin d'avoir des stocks, elle a des délais de règlement client, elle obtient des délais de règlement fournisseur. On voit que sur un exercice classique, finalement, le cash ne couvre pas forcément le BFR. Et on a une trésorerie négative de 42 000 qu'il faut financer lorsque on a un BFR qui est structurellement important et qui n'est pas couvert par le cash d'exploitation. J'oublie la dimension de fonds de roulement et tout ça derrière. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'effectivement, sur une évolution d'exercice, et sur un exercice, c'est que finalement, on a un effet ciseau qui se produit, à savoir, on a une CAF qui diminue par le resserrement des marges, par le fait de l'accroissement de certaines charges de structure, qui fait qu'on a un cash et une CAF qui a tendance à diminuer dans les entreprises. Donc, on génère un peu moins de cash issu de son activité dans cette période-là. Et à l'inverse, l'effet ciseau, c'est de se retrouver quelquefois avec des stocks qui restent un petit peu plus importants ou a fallu surstocker dans un contexte où il y avait besoin d'avoir de la matière première où elle était rare, ou des délais clients qui s'allongent. Et c'était juste pour vous montrer du doigt que finalement, on peut perdre du cash à 2 niveaux. On peut perdre du cash parce qu'on a sa rentabilité qui baisse, mais on peut perdre du cash aussi parce qu'on a son besoin en fonds de roulement qui augmente et qui, lui, va venir consommer du cash supplémentaire et qui fait que notre trésorerie se dégrade un petit peu plus. Notre BFR varie et génère une consommation de cash supplémentaire, qui fait creuser le trou de trésorerie et nécessite d'aller chercher forcément des ressources financières qui vont à la fois générer un coût financier et qui vont nécessiter forcément des recours à des outils financiers. Donc, il y a 2 dimensions dans ce contexte-là. Voilà, c'était juste pour planter un petit peu le décor. La dimension de dire, ça va nous coûter de l'argent, forcément, d'une, et pas le même coût qu'il y a quelque temps. Et 2, il va falloir chercher des outils pour financer cette dimension de cash. Le dernier point qu'on voulait vous faire toucher du doigt, c'est de vous dire que finalement, quand on est dirigeant d'entreprise, on se focalise quelquefois beaucoup sur cet impact de rentabilité, sur cette perte de cash parce que nos marges se sont resserrées et que c'est plus compliqué, mais peut-être un peu moins des fois sur des sujets structurels comme le besoin en fonds de roulement ou 2-3 jours de délai client qui augmentent, des délais fournisseurs qui se resserrent ou des stocks qui ont été peut-être moins bien gérés, où on a commandé sans forcément faire attention à ce qu'on avait réellement besoin, des fois surcommandé, fait que derrière, on consomme du cash et forcément, ça fait un petit trou dans la caisse derrière qu'il faut aller chercher et financer en plus. Et quand on est dans un contexte inflationniste et l'argent coûte plus cher, financer en plus, ce sont des charges financières en plus et ainsi de suite.
Jérôme, je te coupe, je crois qu'on a une question. On prend les questions à la fin plutôt. Ok, pas de souci, Pierre. Donc, vous avez préparé un graphique avec une évolution du prix de l'argent là depuis 2018. Effectivement, sur ce graphique, hein, on peut voir l'évolution de l'Euribor 3 mois, qui forcément montre l'impact que ça peut avoir, puisque à la fin de l'année 2022, l'Euribor 3 mois était aux alentours d'1%, et maintenant on voit qu'il culmine à peu près à 4%. Donc forcément, ça a un impact financier, et on peut le voir notamment sur la slide suivante. Donc ici, vous avez fait juste un tout petit calcul d'impact financier pour une entreprise qui a 200 000 € de ligne court terme. On prend l'Euribor en fait, d'il y a un an. Hein, la charge financière pour une entreprise a été multipliée par 5, plus que 5, sur les taux court terme. Et donc, en fait, une entreprise qui a besoin d'avoir un recours à du financement court terme pour financer son besoin en fonds de roulement, bah, elle voit son coût multiplié par 5. Ça vient directement dans les charges financières de l'entreprise. Ça vient en déduction forcément de l'EBE de l'entreprise, et puis forcément, ça a des impacts sur votre rentabilité finale. Donc ça, c'est un constat. Plus vous avez de lignes court terme aujourd'hui, plus il est fait effectivement du coût de l'argent. Ce qui n'était pas un sujet il y a un an, on était presque en taux négatif, même il y a un an et demi, se retrouve aujourd'hui être un vrai sujet. Okay. Sur la partie besoin en fonds de roulement, juste pour rappel, mais juste repréciser, hein, quand on parle de besoin en fonds de roulement, on travaille à la fois, on vous les a mis sur un slide, mais le besoin en fonds de roulement, c'est toute la partie qui correspond aux liquidités en fait, dont l'entreprise a besoin pour continuer à produire avant qu'elle ait ses encaissements clients. Donc en fait, la croissance d'un BFR ou l'existence d'un BFR, c'est une ponction sur la trésorerie de l'entreprise. Et donc, important de le piloter parce que finalement, cette ponction, plus elle est importante, plus des délais augmentent ou sont non maîtrisés. On va dire plus on va avoir une ponction importante sur la trésorerie de l'entreprise. Forcément, plus il va falloir aller chercher à la financer. Et donc, l'important, c'est que tous ces facteurs déterminants dans le pilotage du BFR, qui sont le délai de rotation des stocks, de matières premières ou de marchandises ou de produits finis, tout ce qui concerne les délais de paiement clients, tout ce qui concerne les délais de paiement fournisseurs, qui peuvent être des sources d'optimisation. Tous ces sujets-là vont agir sur votre niveau de trésorerie, vont ponctionner ou vont vous ramener de la trésorerie dès lors que vous les pilotez, dès lors que vous les resserrez. Et dans le contexte actuel, évidemment, ce sont des choses que l'on constate sur certaines entreprises. Hein, pour peut-être illustrer, aujourd'hui, on accompagne des entreprises où l'on voit que finalement, le travail fait par l'entreprise pour essayer de maîtriser maîtriser la perte de marge, on va dire la réduction de la CAF, essayer de tenir au mieux ses marges, essayer de tenir au mieux ses charges fixes. Il y a de gros efforts qui sont faits pour avoir un EBITDA ou un EBE de bon niveau. Et on voit beaucoup d'efforts faits par les dirigeants d'entreprise sur ce sujet-là. Et en parallèle de ça, dans la composition de trésorerie de l'entreprise, dans les flux de trésorerie de l'entreprise, on constate que finalement, l'entreprise, elle a consommé du cash sans forcément toujours pouvoir l'expliquer, sur un pilotage de stock un peu aléatoire ou des délais de paiement qui ont dérapé, pas forcément beaucoup quelquefois, mais qui ont dérapé un petit peu, ou des délais de paiement fournisseurs qui n'étaient pas toujours négociés. Et aujourd'hui, ce sujet-là devient de plus en plus prégnant dans un contexte de hausse des taux et dans un contexte où finalement le cash se fait plus rare parce que c'est plus difficile d'en gagner au niveau de l'activité. On avait aussi peut-être des vieux réflexes par moment aussi. Pauline vient de vous présenter le graphe de l'Euribor qui a été longtemps négatif et maintenant qui est quand même à des niveaux élevés. Peut-être dans certaines entreprises, nous on l'a vu, on avait l'habitude de négocier aussi des délais de paiement fournisseurs plutôt courts pour obtenir peut-être de la ristourne ou de l'escompte. Bon, quand vous obtenez une ristourne de l'escompte à 1 ou 2% et que vous êtes sur des taux aujourd'hui à 4,5, 5, voire un peu plus si on prend la marge de la banque, bon, ça vaut peut-être le coup de négocier du délai de paiement, de préserver son cash, plutôt que d'aller chercher des ristournes qui vont finalement se répercuter en termes de délai de paiement avec des délais plus courts
et se répercuter en termes de coûts financiers pour l'entreprise parce que derrière, elle va devoir taper dans des lignes court terme. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un sujet aujourd'hui important. Le délai de paiement client aussi, toujours un indicateur extrêmement important, c'est que quand vous avez un contexte un peu plus tendu, inflationniste comme celui-ci, bah, vous avez forcément des délais qui s'allongent, des tensions de trésorerie peut-être chez vos clients. Et donc derrière, la relance et l'importance que vous allez accorder à la relance client va forcément être un enjeu pour bien tenir vos délais de règlement. Juste sur ce point qui est effectivement capital, j'ai quand même l'impression que les PME ont fait beaucoup d'efforts pour être au jour le jour derrière leur compte client, mais bon, est-ce que vous constatez plus de dérives aujourd'hui ou c'est une fausse impression? Aujourd'hui, il y a eu une dérive sur les stocks, ça on l'a constaté parce que je pense que le contexte récent de tension sur les matières premières, le contexte de rareté aussi de certains produits ont généré du surstockage par précaution. Et du coup, difficulté peut-être à écouler le stock, finalement, ça a peut-être été un peu excessif. Donc, de rationaliser cet aspect-là et de revenir à des niveaux de stock qui correspondent plus aux besoins de l'entreprise ou de les retendre un tout petit peu pour éviter de consommer du cash sur le stock, ça, on l'a constaté. Le délai de paiement, oui, il s'allonge un tout petit peu également. Alors, il s'allonge, toujours pareil, une entreprise qui fait des relances et qui a des process de relance avant les échéances, forcément, on va avoir des délais de règlement qui vont être beaucoup plus respectés. C'est sûr que si vous faites une relance client, vous avez un paiement à 45 jours fin de mois et que c'est à 45 jours fin de mois que vous commencez à relancer le client parce qu'il n'a pas réglé, il y a des chances qu'il vous règle à 50 ou 55 jours. Si vous l'informez 5 ou 10 jours avant qu'il y a bien une échéance à 45 jours qui doit être réglée, bah, vous allez être plus prégnant. Il y a des chances que vous puissiez passer avant ceux qui ne font pas de relance. Tu dois le constater peut-être, Pauline, toi, sur certains clients sur la partie court terme. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'il y a des acteurs qui payent forcément un peu moins bien que d'autres, notamment dans le cadre des marchés publics. On sait que les délais. Ah, on a un souci, Pauline, on vous entend plus. Je pense qu'elle allait dire que les marchés publics ont allongé leur délai ou ils sont longs à payer. Sans doute, oui. On Donc, va lui bon. demander de se reconnecter peut-être. Ok. Mais effectivement, c'est un point de vigilance. Délai de paiement client aussi. Retenez que certains clients travaillent, on va en parler après dans les outils de pilotage, mais certains clients travaillent avec des factors. Le factor, il a un effet immédiat généralement dans le délai de règlement, c'est qu'il est là pour faire respecter un contrat commercial. Dès lors que le factor a la main sur la facture, le système de relance est très rodé chez le factor, juridiquement très bien écrit. Et donc, le client qui reçoit une relance d'un factor, il reçoit déjà forcément à bonne date, ça fait réagir en général très vite. Et ceux qui n'ont pas de factor, qui n'ont pas ce pilotage-là, forcément vont passer après. Donc, il y a une vraie exigence à avoir aujourd'hui dans ces délais de paiement pour relancer en bonne date et s'assurer et prévenir les clients lorsque les échéances approchent. Donc, mais le constat que l'on fait, c'est que finalement, et c'est pour ça qu'on parle du pilotage du BFR, c'est que beaucoup d'entreprises, ces derniers temps, on l'a pu le voir sur quelques cas, finalement ont consommé plus de cash du fait d'un BFR non maîtrisé, je ne vais pas dire d'une absence de pilotage, parce que je pense qu'il y a du pilotage, mais d'un BFR non maîtrisé, que finalement de la baisse de l'EBITDA ou de la CAF, qui a certes baissé, qui s'est un peu tendu sur certains secteurs, mais le BFR est un amplificateur de perte de cash, ça c'est certain. Désolé On Jérôme, revenu, Pauline. désolé à tous. J'ai été déconnectée par l'erreur du Teams, me revoilà. Voilà, ok. Désolé. Donc, Vous moi j'ai étiez en fini ta train de phrase. dire Je pense que… que tu allais dire que les acteurs publics mettaient du temps à payer. Voilà, c'était l'idée, c'était l'idée. Mais il y avait justement des solutions à mettre en place et c'est justement l'objectif des slides qui vont suivre. Ok, ben alors, sans délai, allons-y. Effectivement, hein, avec Jérôme, ce qu'on s'était dit, c'est qu'il y a des outils qui peuvent être mis en place. J'évoquerai sur la slide suivante
les outils BPI France, mais on peut noter que les banques de flux peuvent mettre en place des lignes, que ce soit des découvertes, des facilités de caisse, ou bien on peut intervenir aussi via de la cession d'AI, ce que fait d'ailleurs BPI France. Mais il y a aussi d'autres solutions qui peuvent exister, comme l'escompte, la facturage ou les engagements par signature. Donc là-dessus, Jérôme, si tu veux rajouter un mot de par ton passé de banquier. Oui, vous dire qu'en fait, là, ils sont par ordre croissant de ce que le banquier aime le moins. Voilà, faut toujours avoir à l'esprit que le banquier, il veut couvrir son risque et il veut le couvrir par de la garantie. Et quand on finance et quand on est sur du sujet court terme, c'est un sujet qui est toujours un peu un élément de fragilité dans la discussion avec la banque, qui doit s'assurer à la fois que quand il finance du court terme, il finance bien quelque chose de concret derrière. Quand on finance un investissement, un véhicule, de l'immobilier dans une entreprise, des actifs, on va dire, immobilisés, on finance des choses qui sont assez concrètes pour le banquier, qui vont s'amortir la plupart du temps. Quand on finance un cycle d'exploitation, c'est toujours un peu plus délicat pour la banque. Donc, pour s'assurer qu'elle finance bien des choses concrètes, elle aime bien s'adosser à des choses concrètes en face. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, elle va forcément, dans son fonctionnement, essayer de toujours coller à votre besoin. Bon, en soi, c'est pas non plus déconnant de le faire comme ça, évidemment. Ce qui est important pour vous de votre côté, c'est de se dire quel est mon besoin, comment je le calibre. Parce qu'on a tendance quelquefois à pas toujours déterminer le besoin, c'est qu'on a besoin de lignes, mais c'est quoi le bon calibrage des lignes? Dans des moments où la trésorerie, elle peut un peu tanguer, ou que c'est un peu de tension, ou qu'on craint quelques petites impasses par moment, ça veut dire que déjà, de votre côté, la vision de votre trésorerie à l'année via le budget de trésorerie est un élément important et probablement que le banquier va vous demander. Donc, il faut avoir conscience que dans une période où il y a un peu de tension, il n'est pas impensable que vous ayez un banquier qui vous exige un budget de trésorerie pour regarder finalement, il est où le problème? Il est quand le problème? De quelle période à quelle période? C'est quoi le pic le plus bas? Est-ce que c'est saisonnier? Est-ce que c'est toute l'année? Et de comprendre effectivement quel va être le besoin à financer. Vous, de votre côté, c'est un très bon tableau de bord, hein. Le budget de trésorerie, c'est certainement un des meilleurs tableaux de bord à avoir dans le pilotage d'une entreprise et pour piloter son cash, hein, au jour le jour. Et puis pour adapter vos lignes, parce que finalement, forcément, quand vous allez mettre en place des lignes d'accompagnement, vous allez aussi, si elles sont trop courtes, à un moment, vous êtes obligé de revenir voir le banquier régulièrement, ce qui va poser un problème, ou si en termes d'image du dossier, de revenir redemander régulièrement du cash, c'est pas forcément très bien perçu. Si elles sont trop grosses, vos lignes, certes, ça vous met du confort, mais vous allez payer aussi des frais financiers ou des charges et des frais de dossier en cohérence avec les lignes, donc ça va aussi vous coûter plus cher. Donc, c'est de trouver ce bon calibrage qui correspond à vos besoins. Donc, le budget de trésorerie est un élément important. Sur cette déclinaison des lignes pour financer le BFR, donc si on les prend à l'envers, on va garder les engagements signature pour la fin et Pauline, elle fera en plus un petit parallèle sur cette partie-là. Si on va sur la plaque d'après, une des premières lignes, et celles qui sont souvent utilisées, sont celles qui mobilisent le poste client. Voilà, régulièrement, vous verrez les banquiers vous proposer des sujets de mobilisation de poste client. Alors, un des plus simples et des plus vieux outils de financement, mais qui fonctionne encore, on le rencontre encore dans certaines boîtes, hein, on en suit certaines PME qui font encore l'escompte de traite, d'effet de commerce, qui permet tout simplement de dire j'ai un effet de commerce avec une échéance qui respecte un contrat commercial. Cet effet, au lieu de le déposer à la banque pour être encaissé à une date d'échéance déterminée avec un client, je vais le l'escompter et je vais rendre cet argent disponible et la mettre sur mon compte. Et au moment du règlement du client, ça va venir éteindre automatiquement la créance. C'est facile à mettre en œuvre. Ça ne fonctionne que si vous avez un moyen de paiement qui s'appelle la traite. Sans quoi vous ne pouvez pas mettre en place ce plafond d'escompte. C'est très facile à mettre en œuvre. Ça, les banquiers, ils aiment bien cet outil-là en général. Donc ça, vous pouvez le mettre en œuvre extrêmement facilement. C'est facilement mis en place par les banquiers, facilement proposé. Je vais basculer sur le dernier. Je vais te laisser sur la DALI, Pauline.
Sur la facturage, quand on n'a pas de traite, mais qu'on a aussi des factures clients avec des délais de règlement, on peut utiliser le factor, hein. Je vous ai expliqué tout à l'heure que certains utilisaient un factor et que le factor était assez méticuleux sur les relances clients de telle sorte que les factures soient réglées en temps et en heure. Mais la facturage, c'est ni plus ni moins un transfert de propriété de la facture, où en fait le factor, qui est souvent des filiales de banque, mais pas que, devient propriétaire de la facture et vous fait l'avance de facture dans le cadre d'un contrat, d'un facturage, d'un plafond qui est déterminé. Dit autrement, il achète vos factures, il s'occupe de recouvrement votre créance et il vous met la trésorerie à disposition. Il y a plusieurs, on ne va pas rentrer dans le détail des contrats de facteurs, il y a plusieurs manières de le mettre en œuvre, mais ça permet d'améliorer votre trésorerie. Ça finance bien le poste client, donc ça finance bien votre besoin en matière de BFR. Il y a une commission également sur le montant des factures. Le facteur avait une très mauvaise image parce qu'il y a 15 ou 20 ans, c'était utilisé que dans les sociétés qui étaient en difficulté, voilà, c'était le dernier recours de mobilisation du poste client. Retenez que le facteur aujourd'hui, c'est beaucoup plus fréquemment utilisé. Les grandes sociétés en France font appel à des factors parce que derrière, elles pilotent leur cash aussi grâce à ça. Et derrière, toutes les PME peuvent y avoir droit. Ça vous sécurise aussi sur votre poste client parce qu'un facteur peut vous aider aussi à obtenir de l'information sur des nouveaux clients avec lesquels vous pourriez travailler pour vous dire si le facteur vous dit de côté que c'est un client sur lequel il ne prendrait pas la facture, c'est peut-être parce que le client n'est pas de très bonne qualité. Et donc, il peut aussi vous aider à étudier la qualité de votre portefeuille client. Donc, c'est aussi un outil qui est mis en avant et qui permet de financer le poste client. Il y a toujours eu une critique sur le prix également de la facturage. Qu'est-ce que c'est actuellement le taux qu'ils prennent? Oui, le prix, c'est qu'en fait, il y a comme un plafond d'escompte, il y a forcément une indexation avec des taux. Ça veut dire que ce que vous mobilisez en ligne, va y avoir un taux indexé sur de l'Euribor. Donc, sur cette partie-là, les prix sont ceux que l'on rencontre par les banques sur des lignes court terme. Ce n'est pas tellement cette partie-là qui coûtait cher à un moment, mais qui est revenue dans des choses beaucoup plus rationnelles. Le facteur prend une petite commission en plus derrière sur la facture, alors qui est assez variable, puis ça dépend des contrats de facteur. Après, ça s'étudie au cas par cas, mais c'est ce qui fait que ça renchérit un peu le coût du facteur par rapport au plafond d'escompte ou par rapport à ce que vous présentez, Pauline, la cession d'AI, qui elle est pour le coup moins coûteuse. Exactement. Donc, de notre côté, du côté de BPI France, on intervient en mobilisation de créances avec de la DAI. Donc, on accompagne les entreprises en fait qui travaillent avec des donneurs d'ordre publics ou privés, donc en finançant leur poste client. C'est vrai que comme on le disait tout à l'heure, les délais de paiement avec ces donneurs d'ordre sont parfois longs et à la longue difficilement donc supportables par les entreprises. Et ça finit par pénaliser la trésorerie. Donc, BPI France intervient en faisant des avances de trésorerie via la mobilisation donc, de créances qui sont cédées à titre de garantie. C'est la définition même de la DAI. Et donc, Pierre, tu peux basculer sur la slide d'après, puisque je vais parler de cet outil en même temps. L'outil Avance Plus, donc c'est l'outil propre à BPI France. Et donc, il s'agit donc d'une ligne de crédit qui est confirmée, c'est-à-dire que le crédit est mis en place sur un délai de 12 mois. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de dénonciation possible. Donc, on intervient, on suit l'entreprise pendant 12 mois et à l'issue de ces 12 mois, la ligne est renouvelée en faisant un point avec l'entreprise. Donc, on accompagne l'entreprise jusqu'à l'échéance et ensuite le renouvellement est acté. À savoir que ce dispositif est utilisable de façon dématérialisée en ligne sur un outil qu'on appelle iTrésor. Et donc, c'est là-dessus que le solde est disponible, que la mobilisation des créances se fait, accompagné par un gestionnaire donc, qui est basé dans nos locaux à Nantes. Et donc, tout est effectué de façon dématérialisée du côté de BPI France. Alors, quand on parle d'entreprise privée, j'imagine qu'on ne parle pas de PME, mais plutôt de grosses structures, genre la grande distribution, des choses comme ça, non? En fait, on intervient auprès de donneurs d'ordre privés. C'est vraiment vague et diffus. Après, on va avoir des modalités d'intervention avec forcément des critères où on se positionne sur des clients qui réalisent un minimum de chiffre d'affaires de 5 millions d'euros
Donc l'idée, c'est pas d'intervenir en mobilisation de créances sur des toutes petites structures, mais d'accompagner nos clients tant sur la partie publique que sur la partie privée. Ok. Je passe à la suivante. Oui, tout à fait. Et donc, forcément, hein, les atouts de cette solution, c'est que, comme je le disais, c'est une gestion qui est dématérialisée et à savoir que cet outil peut être un outil de précaution. C'est-à-dire qu'il peut être mis en place, mais on parlait de tarification tout à l'heure. À partir du moment où les demandes d'avance ne sont pas effectuées par l'entreprise, il n'y a pas de tirage de frais d'intérêt qui sont prélevés. Donc, en fait, ça peut être une solution de sécurité, de confort pour justement, le cas échéant, pouvoir l'utiliser un peu du jour au lendemain en fonction des pics de facturation et de besoins. À savoir, et là, c'est aussi une différenciation avec les outils d'affacturage. On n'a pas de minimum d'intervention sur le chiffre d'affaires. On ne va pas obliger l'entreprise à nous céder tout son poste client. En fait, on peut intervenir au cas par cas sur quelques clients que l'on ciblera avec l'entreprise. Mais l'idée, voilà, c'est d'avoir un échange et puis de gérer le dossier conjointement avec le client et avec le gestionnaire en interne qui aide justement quotidiennement à gérer cette ligne-là. Ok. Oui, alors je suis passé au gage sur stock, je suis peut-être été trop vite. Non, non. Alors ça c'est pareil, c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours connu, mais il y a possibilité aussi de se faire accompagner pour obtenir des modes de financement additionnels de billets financiers. Et quelquefois, quand on met des billets financiers et que la banque cherche une garantie, vous pouvez effectivement rencontrer des demandes de la banque pour dire bah, je vais vous mettre en place un gage sur stock. Donc ça se fait dès lors qu'on a des stocks évidemment conséquents, qu'on a besoin de financer un besoin de fonds de roulement un peu plus conséquent. Euh, du coup, là, il y a un gage sur stock qui est fait et avec un état des lieux des stocks qui est réalisé chaque mois, généralement par une société qui est spécialisée pour faire l'audit sur stock et donc qui permet de s'assurer. Cet audit-là, il permet de s'assurer simplement qu'on a bien un stock à hauteur des lignes court terme qui sont mises en place au niveau de la banque. La banque, en fait, elle veut juste s'assurer de se dire, si je mets X milliers d'euros pour financer les stocks de l'entreprise, moi, je veux m'assurer qu'en face, j'ai bien ce même montant minimum. Généralement, c'est un peu plus que le stock, c'est 120, 130% du stock en face. C'est ce qu'on appelle le gage sur stock. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle un gage sans dépossession. Ça veut dire qu'on n'isole pas le stock. Il peut exister pour être isolé, ou là, c'est la banque, elle veut aller plus loin, mais c'est un gage sans dépossession. On n'isole pas le stock dans un local précis pour qu'il y ait toujours un état de stock qui soit dans un coin complètement isolé. C'est simplement un contrôle qui est fait sur le stock, de telle sorte que la banque s'assure qu'il y a bien toujours le stock en face du billet financier. Et du coup, ça permet de mettre en place quelquefois des plafonds de court terme, des ouvertures de crédit, où ça est quelquefois quand on finance et qu'on a beaucoup de stock, finalement, c'est un outil qui peut être assez intéressant à utiliser. Ça a un coût derrière, par contre, le gage sur stock, il faut le savoir. Mais ça évite de mettre des garanties personnelles, notamment parce que quelquefois sur des lignes en blanc, comme on a pu les voir tout à l'heure, sur des ouvertures de crédit, sur des facilités de caisse, il peut y avoir un effet de surenchère de garantie demandée auprès du dirigeant, de caution personnelle et autres. Et bah, mieux vaut éviter de donner des garanties personnelles sur des lignes court terme, hein, très clairement, mais plutôt d'aller chercher des choses qui concernent les actifs de l'entreprise qu'on peut mettre éventuellement en garantie. On vous déconseille clairement de mettre en place des garanties personnelles sur des lignes court terme. Même si la banque peut le demander, il faut essayer de trouver des substituts. Si c'est possible, le gage sur stock peut être un substitut. Alors, j'imagine que ce n'est pas pour des stocks de quelques milliers d'euros, mais c'est pour un certain montant ou une certaine typologie de produits, Complètement, évidemment. On imagine bien que les périssables ne peuvent pas être évidemment. gagés, mais des bouteilles de vin probablement. Bouteille de vin, oui, dans l'agri-agro, évidemment, il y a des choses qui peuvent être gagées, du stock de pommes, hein, ça arrive que ça soit gagé, des véhicules, ça peut être gagé. Voilà, on peut travailler, dès lors qu'effectivement, c'est évidemment non périssable.
Et puis dès lors aussi que voilà, il y a des stocks qui soient effectivement, comme tu le dis, suffisamment conséquents aussi pour que on aille chercher et que ça mérite d'aller chercher une garantie. C'est-à-dire qu'il faut que la banque, elle se sente quand même suffisamment exposée en termes de risque pour dire je prends une garantie. Si c'est des montants qui restent raisonnables en termes d'accompagnement, elle ne va pas forcément exiger un gage sur stock. Donc sur le slide, on voit qu'il y a des intervenants sur ce marché de niche. Donc c'est qui ces intervenants? C'est par exemple Rogage, c'est Oxiga, sont des sociétés qui vont en fait intervenir pour le compte des banques pour faire des contrôles de stock sur les sites. Et regardez, par exemple, j'ai des véhicules en stock et je finance un stock de véhicules d'occasion. S'assurer que sur le site, il y a toujours en stock des véhicules d'occasion de telle valeur et eux, ils attestent de cette valeur-là en faisant un contrôle qui est transmis à la banque et qui permet de dire à la banque, c'est bon, on a tel niveau de stock. La banque regarde par rapport à son niveau de ligne qu'elle soit bien toujours en adéquation. Okay. Alors, on continue par BPI. Tout à fait. Effectivement, en complément d'une intervention en mobilisation de créances, que ce soit sur les marchés publics ou privés, BPI France peut intervenir en ce qu'on appelle en engagement par signature. Donc en fait, ce sont des cautions et des garanties à première demande qui sont demandées dans le cadre de ces marchés publics-privés. Donc ça peut être dans le cadre de la retenue de garantie de 5%, en restitution d'acompte, de remboursement d'avance ou aussi de caution de paiement de sous-traitants. Et c'est toujours intéressant justement de mettre en place ces outils-là, puisque ça permet justement d'améliorer la trésorerie et de, par exemple, être payé immédiatement de 100% des travaux réalisés dans le cadre de la retenue de garantie ou de bénéficier de l'avance quand c'est inclus dans le marché. Donc, pour ce qui est du cas de BPI France, les EPS, donc engagement par signature, sont également gérés sur le même outil Internet que l'Avance Plus, donc c'est sur iTrésor, à savoir que tout, encore une fois, est dématérialisé. La délivrance est quasi automatique, puisque quand les marchés sont cédés à BPI France, il suffit de quelques clics pour, en parallèle, avoir ces actes délivrés. Donc, c'est très facile d'utilisation et encore une fois, ça permet d'améliorer la trésorerie. Ce qui est important de dire aussi sur les engagements par signature, quelquefois, on oublie de mettre en place des cautions bancaires pour les retenues de garantie notamment, qui ponctionnent la trésorerie. Alors, pour certaines entreprises, X% de X% sur plusieurs chantiers, ça commence à faire un petit peu de trésorerie et quelquefois, c'est très long à récupérer parce qu'il faut les mains levées de chantier et du coup, ça immobilise de la trésorerie pendant un moment et ça fait les petits additionnés font quelques grandes rivières quelquefois. Et quand on est dans un contexte, pour relier avec le début de l'intervention inflationniste, sachez que les commissions qui s'appliquent sur ce type d'intervention sont des commissions qui n'ont pas forcément évolué. On ne parle pas en taux de crédit pour le coup, là. On parle en commissions qui sont souvent autour de 1%. Et finalement, quand le coût de l'argent, lui, a beaucoup augmenté, pour les engagements par signature, ça n'a pas forcément beaucoup bougé, quoi. Le niveau de commission, il est resté le même dans les banques. Peut-être que ça va bouger prochainement, mais pour l'instant, ça n'a pas forcément bougé. Et ça veut dire que derrière, finalement, c'est assez intéressant quand on est en trésorerie, en besoin de trésorerie. C'est assez intéressant de pouvoir utiliser cette partie d'engagement par signature dès lors qu'on est concerné par d'éventuels besoins de caution moins. Merci. Et pour compléter sur la partie BPI France et de par ce positionnement, la maison donc donne accès à des outils qui sont privilégiés, notamment ce qu'on appelle les prêts sans garantie, où en fait aucune garantie n'est prise, que ce soit sur les actifs de l'entreprise ni sur le patrimoine du dirigeant, et qui inclut des différés d'amortissement. Dans ce cadre-là, on a notamment le prêt croissance TPE, donc qui s'adresse aux entreprises qui ont besoin de renforcer leur structure financière. L'assiette de ce prêt donc, peut porter sur des dépenses qui sont tant matérielles qu'immatérielles. En fait, ça peut être des coûts de recrutement, de formation, des dépenses liées à l'aspect
marketing, si vous voulez par exemple faire évoluer votre site internet. Mais ça peut aussi pallier à une augmentation, une croissance du BFR. Et donc à savoir que l'intervention de BPI France se fait toujours en cofinancement. Donc c'est-à-dire que lorsque BPI France met 1 euro sur la table, ça veut dire qu'en face, on aura aussi une banque partenaire, une banque de flux qui participera à hauteur d'1 euro. Donc le cofinancement ici porte bien son nom. Donc ce PCTPE, le prêt croissance, il est destiné donc aux TPE et petites PME de 3 à 50 salariés. Le montant donc peut arriver, enfin, il débute à 10 000 € et il va jusqu'à 50 000 €. Et la maturité, on est sur 5 ans avec 1 année donc de différé en amortissement sur le capital. À savoir que c'est un prêt qui est mis en place dans le cadre d'un partenariat avec la région. Donc là-dessus, on peut avoir des taux qui sont préférentiels. Donc en complément d'un outil de mobilisation de créances type Avance Plus, ça peut être des solutions qui peuvent être actionnées de votre côté. Beaucoup de demandes pour ce prêt? Effectivement, on en a puisque ce sont des montants qui sont relativement minimes et qui peuvent financer un certain nombre de dépenses qui sont vraiment diverses et variées. Et là-dessus, compte tenu des montants et puis du partenariat avec la région, on a effectivement de nombreuses demandes à ce niveau. Ça permet d'aller chercher un effet de levier auprès de la banque aussi, parce que la banque, elle est assez à l'aise aux côtés de BPI finalement, pour une raison simple, c'est que aujourd'hui les banques retrouvent un sujet qu'ils avaient connu il y a quelques années, qui est le sujet de la liquidité. Donc en fait, ils ont besoin des flux de l'entreprise aujourd'hui, et vous allez beaucoup entendre les banquiers qui vont savoir s'ils vont beaucoup regarder s'ils ont bien leurs flux dans l'entreprise, les flux de chiffre d'affaires dans l'entreprise. Le fait de s'adosser à BPI en cofinancement, BPI n'étant pas une banque de flux, Exactement. ça ne réorganise pas les flux d'entreprise, donc c'est forcément pour le dirigeant beaucoup plus simple que si on ouvre une nouvelle banque où il faut redistribuer les flux. BPI, c'est pas le cas. Ça allège un petit peu le poids de la banque en termes bancaire, puisque c'est partagé un financement avec BPI. Et donc, le cofinancement de la banque, et c'est un peu le but du 1 pour 1 d'ailleurs, banque avec BPI, fonctionne plutôt bien, et BPI se trouve être un effet de levier finalement, parce que va peut-être consolider aussi l'approche du banquier et l'encourager aussi à mettre sa quote-part de son côté, sans forcément perturber son organisation des flux. Exactement. Ok, mais écoutez, merci pour ce panorama rapide. Je pense qu'on peut peut-être passer aux questions. Il est déjà 6h moins 10. Donc, qu'est-ce qu'on a eu comme demande de questions là? Alors, on a une main qui se lève, Eric Groux. Alors, oui. Un ancien expert comptable, allez-y Eric. Oui, voilà, merci aux intervenants. Et je salue Jérôme au passage, que je connais de longue date. Bref, Jérôme, juste peut-être pour compléter un tout petit peu ton exposé tout à l'heure, il y avait quelques imprécisions. C'est pas la CAF qui couvre le BFR, hein, c'est bien le fonds de roulement qui couvre le BFR. Maintenant, la CAF contribue à augmenter le fonds de roulement. On est d'accord. Et dans ta troisième diapo, tu faisais apparaître la CAF comme permettant de couvrir l'augmentation du BFR. Alors, je voudrais peut-être apporter quelques précisions. Et puis, dire juste un mot, parce qu'il y a un travail à faire en interne dans les entreprises. Bien sûr, les banques sont là, et vous l'avez très bien exposé, peuvent apporter des solutions, mais l'entreprise doit d'abord aussi, en son sein, dans son fonctionnement, optimiser au maximum, tu l'as dit à plusieurs reprises. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le BFR, c'est le besoin en fonds de roulement du cycle d'exploitation. Il dépend de 4 choses. Il dépend de la durée du cycle. Si ce que vous fabriquez, vous le faites en 3 jours, vous le faites en 3 mois, vous le faites en 3 ans, vous avez un BFR plus ou moins important. Ça dépend des délais de règlement client-fournisseur et ça dépend du délai de rotation des stocks. Ça dépend aussi du niveau de transformation. C'est clair que si vous achetez 10, quelque chose que vous revendez 100, vous aurez beau avoir un crédit fournisseur de 90 jours, ça ne fera jamais que 30. Et si vous avez 2 mois de crédit client à financer, ça fait 200. Donc, plus vous êtes transformateur, plus vous allez avoir un BFR élevé. Et ce qu'il faut avoir impérativement en tête, c'est que les variations du besoin en fonds de roulement sont proportionnelles à celles du chiffre d'affaires.
c'est le problème de toutes les entreprises qui connaissent des croissances. Plus le chiffre d'affaires se développe, plus les besoins de trésorerie dus au financement de l'exploitation augmentent. Ce qui veut dire qu'il faut dégager, faut avoir l'obsession de dégager des résultats très élevés, de dégager de la CAF. La CAF, elle est affectée à 4 choses. Éventuellement distribuer du dividende, c'est pas honteux, surtout si on a remonté une dette senior dans une holding. Ça sert inévitablement à autofinancer certains investissements. Si vous renouvelez quelques ordinateurs, vous n'allez pas faire un emprunt parce que c'est des petites sommes, mais on en a au fil de l'eau inévitablement. Ça sert à rembourser les emprunts. Toi, par rapport à ta diapo, tu consacrais la totalité, Jérôme, tout à l'heure, au financement du BFR. Et non, il y a à rembourser aussi les emprunts et c'est le seul qu'on va affecter au financement du BFR. On voit bien que toute la CAF ne peut pas être consacrée à l'augmentation du financement du cycle d'exploitation. Ça veut dire qu'il faut absolument à la fois avoir des fonds propres très élevés. Les capitaux permanents financent, enfin capitaux propres et emprunts, financent à la fois l'investissement, financent à la fois le BFR. Parce que ce sont 2 besoins de financement permanents. On disait que les besoins de financement sont liés au chiffre d'affaires, sont liés à l'exploitation, et toute entreprise a une activité saisonnière, alors plus ou moins forte évidemment. Si je vends des maillots de bain ou des parapluies, je ne vendrai pas, j'aurai des pointes à certaines, ou des salons de jardin, j'aurai des pointes à certaines périodes ou du saumon fumé. Je fais 80% de mon chiffre d'affaires sur les fêtes de fin d'année. Bon, voilà, bien. Donc là, que ponctuellement, on puisse faire appel au financement que vous proposez, oui, mais de manière récurrente, non. Enfin, c'est ce que tu évoquais, Jérôme, tout à l'heure. À la fin, le banquier, il va s'inquiéter, quoi. Il faut absolument qu'on arrive à couvrir le besoin permanent. Le besoin saisonnier, oui, on peut expliquer. Effectivement, budget de trésorerie impératif, comme tu l'as évoqué. On peut financer, on peut, comment on va dire, solliciter un financement pour les besoins saisonniers. Tu en as évoqué plusieurs. Voilà, ils sont plus ou moins adaptés selon les natures d'activité, selon que si j'ai des grosses factures, des petites factures, sur la nature de mes clients, sur la nature de mes stocks, etc. Mais oui, il y a des solutions. Mais voilà, chroniquement, il ne faut surtout pas, comment on va dire, solliciter en permanence comment on va dire, un financement à court terme de trésorerie pour financer un besoin en fonds de roulement qui est un besoin structurel. Voilà ce que je voulais insister. Donc ça veut dire que l'entreprise doit avoir l'obsession de l'amélioration de son BFR et de sa rentabilité. Voilà. Pardonnez-moi. Pour compléter, merci, dans le schéma Eric, de ce rappel. Pour compléter dans le schéma qu'on voulait présenter au début, et si on rentre sans rentrer dans un détail, effectivement, la CAF vient affecter le fonds de roulement, mais c'était de se dire finalement, il y a des investissements qui se réalisent dans l'entreprise, des dividendes qui sont servis, et il faut en mettre en place une politique de financement. Mais finalement, déjà, avant ça, la trésorerie d'exploitation, en fait, elle se constitue de 2 manières. Elle se constitue par le cash qu'on va générer des sites d'exploitation, c'était la traduction de la CAF. Elle se traduit par aussi la manière dont évolue le cycle d'exploitation, qui est la traduction de la variation du BFR. Et c'était en fait voilà, de poser juste ce premier débat, de se dire finalement l'excédent de trésorerie d'exploitation, c'est pas que la CAF, c'est pas ce que vous allez tirer de votre exercice uniquement, c'est aussi la manière dont on va évoluer votre cycle d'exploitation qui va aussi influer sur cette trésorerie d'exploitation. Mais tu as parfaitement raison après, parce que ça ne s'arrête pas là, et qu'il y a des flux financiers qui sont bons pour payer des emprunts, des dividendes évidemment, ou faire de nouveaux investissements, ou aller chercher de nouveaux emprunts. Oui, tout à fait d'accord. Je ne vois pas de questions qui sont j'en ai marquées. une, Pierre. Oui. Alors, allez-y, ouvrez vos micros et posez-les en direct. Oui, c'est Christine. J'ai une question. C'était plus donc les taux aujourd'hui. Donc, on est, tu disais, Jérôme, 4,5, 5, c'est ça aujourd'hui les taux du marché Ouais, alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait un financement court terme dans la banque, quand on va vous proposer un taux, le taux d'un financement court terme, généralement, est basé sur un index révisable. L'index révisable le plus couramment utilisé, c'est l'Euribor 3 mois. Et la banque, en fait, quand elle va vous faire une proposition d'un financement court terme, qu'il soit de l'escompte, de la DAVI, de l'ouverture de crédit, etc., ça va être souvent de l'Euribor 3 mois plus une marge. Marge de 1,50, 2 points, on va dire que ça peut tourner autour de ces eaux-là. Donc, il suffit de prendre la courbe de l'Euribor qu'on a vue tout à l'heure, on est autour des 4, plus 1,52 points, vous voyez, ça nous emmène. Donc, tous les taux court terme aujourd'hui sont à peu près basés sur cette manière-là. Ça veut dire que vous, quand vous allez essayer de travailler avec plusieurs banques, par exemple, vous pouvez avoir des marges qui peuvent être différentes et que finalement, autant l'index, ça, vous ne pouvez pas y toucher, c'est un index de marché, l'Euribor 3 mois, autant la marge, celle-ci, elle peut être plus ou moins importante selon la banque.
Donc, c'est quand même à regarder attentivement quand on fait appel à une ligne court terme. C'est aussi de regarder finalement la charge financière. C'est aussi la marge que va prendre la banque derrière. Et si on oublie les financements court terme sur des prêts, on va dire moyen long terme, par exemple, dans le cas des reprises, c'est quoi les taux du marché que vous voyez Aujourd'hui, actuellement? sur des taux 5-7 ans, ce qu'on voit passer actuellement, soit du matériel, soit des reprises d'entreprise, donc une durée de 5 à 7 ans, aujourd'hui, vous avez des taux qui circulent entre 4,50 et 4,60, taux fixes. Et j'entendais dire que les taux allaient baisser dans les 12 mois, c'est ça vos anticipez? Enfin, Sur la on en boule de discute. cristal. Non, mais on en discutait hier avec des banquiers qui me disaient, il y a en fait des annonces qui disent que dans les 12 mois, ça devrait revenir à 3,5. Voilà, donc vous, c'est quoi vos scénarios là? Non, pour l'instant, le seul scénario que l'on voit, c'est que depuis quelques semaines, on tend vers une sorte de plateau, c'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que le 4,50, 4,60, alors à 0,15, 0,20 Oui. près, hein, mais on a l'impression que ça y est, là, on commence à se stabiliser à ces niveaux de taux-là sur 5 ans et 7 ans. Maintenant, si vous avez une banque centrale qui décide de rehausser à nouveau ses taux directeurs parce que les niveaux d'inflation, en fait, il faut bien comprendre que la Banque centrale, dans son mécanisme de fonctionnement, essaye de juguler le niveau d'inflation par le renchérissement du coût du crédit et son outil, c'est l'utilisation finalement du taux directeur. Le taux directeur, elle bouge ce taux directeur, c'est son outil comment dire, de politique monétaire. Et au fur et à mesure qu'elle a fait évoluer son taux de directeur derrière, c'est vrai que le refinancement des banques derrière sur le marché augmente de facto, donc ça augmente le coût du crédit pour les entreprises. Et c'est fait pour un peu refroidir la mécanique. Ça marche très bien sur l'immobilier d'ailleurs, hein. Vous le voyez aujourd'hui, c'est assez efficace, hein, peut-être un peu trop, mais ça fonctionne. Et de telle sorte qu'en fait, en refroidissant un peu la machine, on réduit l'inflation. Vraiment, le schéma de la Banque centrale, c'est celui-ci. Pour l'instant, ils n'ont pas annoncé de nouvelle hausse du taux directeur, ce qui, pour ça, amène finalement une stabilité sur les marchés. Mais si l'inflation, elle ne ralentit pas, voilà, elle semble quand même un petit peu s'estomper. Mais si ça devait repartir, on peut imaginer que l'instrument encore utilisé par la Banque centrale serait à nouveau une hausse des taux. Il y a d'autres Merci, Jérôme. questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vais en poser une. On serait plus dans le moyen terme, là, mais le remboursement des prêts du gouvernement là, qui pose souci à beaucoup d'entreprises, vous devez avoir cette question un peu tous les jours, comment je peux le renégocier, etc. Donc, on fait un petit, Les PGE? un petit détour, le PGE, oui, un petit détour par Ouais. ce chose-là, mais je pense Ouais. qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Ouais. Alors, sur les prêts garantis par l'État, en fait, la difficulté du contexte actuel est aussi, et si je recoupe un peu ce que vient de dire Eric, c'est que quand le cash un peu issu de l'exploitation diminue parce que notre rentabilité a un peu baissé pour des contextes d'inflation, quand le BFR a un peu augmenté parce que j'ai dû stocker un peu plus, parce que j'ai des délais qui se rallongent, et que dans le même temps derrière, puisqu'on a dit qu'il doit encore en rester pour payer les emprunts, et que vous arrivez à un moment où là, c'est la fin finalement des périodes de différé, puisque sur le prêt garanti par l'État, vous pouvez avoir un an de différé et puis profiter d'un an supplémentaire, ce qu'on fait un certain nombre d'entreprises. Et du coup, ça nous fait 2 ans de différé, mais avec un remboursement sur 4 ans. Donc, ça resserre forcément un peu la contrainte sur le PGE. Le PGE, c'est sur 4 ans. Vous n'avez pas forcément le choix et vous ne pouvez pas forcément le restructurer. Le seul moyen pour restructurer un PGE, c'est faire appel au médiateur et passer sous mandat, pour pouvoir restructurer. Donc ça veut dire que vous allez passer en défaut au niveau de la banque. C'est pas souhaitable, mais il n'y a pas de restructuration à l'amiable, j'ai envie de dire, du PGE pour le remettre sur 8, 9 ou 10 ans, par exemple, ce qui avait été demandé quand même par pas mal d'entreprises ou de confédérations d'entreprises aussi d'ailleurs. Mais non, il faut passer par la sauvegarde ou le mandat. Enfin, de toute façon, il y a besoin de mettre en place un protocole spécifique pour pouvoir restructurer le PGE. Vous ne pouvez pas le restructurer comme ça à l'amiable, c'est pas possible. Vous avez peut-être, Pauline, des sujets là-dessus sur le PGE? Ça va être plus être mes collègues du cofinancement qui seront vraiment en lien avec ça. C'est vrai que moi, du côté du court terme et étant
spécialiste sur cette partie-là. J'ai moins de questions directes de la part des dirigeants et des entreprises, mais forcément qu'on a également des sujets de ce niveau-là. Mais je partage ton avis sur ce sujet. Ouais. Ouais. Si vous faites une restructuration de PGE, il faut juste vous dire derrière qu'il y a toutes les chances que ça vous coupe le crédit à côté auprès des banques. Alors, c'était ça que je voulais savoir, effectivement. Donc, c'est en dernier recours, finalement. Oui. Ouais. Il y a un autre outil enfin, qui est arrivé en complément du PGE parce que le PGE a été consommé quelques fois, pas suffisant. L'État a mis en place le PPR, le prêt participatif relance, qui est un autre outil qui vient en complément du PGE, sur lequel il y a aussi une garantie de l'État. Donc, les banquiers sont plutôt assez confortables sur le PPR pour le mettre en œuvre. Bon, il faut avoir un peu de visibilité quand même, c'est un peu du dernier recours. Mais c'est faisable. Il y a aussi un calcul de normes par rapport à un pourcentage de chiffre d'affaires sur des années de référence. Ça vient en cumulatif du PGE. Et la particularité du PPR, c'est que vous avez 4 ans de différé et 4 ans d'amortissement. Donc, c'est-à-dire que si vous le mettez en place aujourd'hui, pendant 4 ans, vous êtes en différé. Alors, il est un peu coûteux. Il est peut-être autour de, mon avis, de 6% aujourd'hui. J'en ai pas vu récemment, mais ça doit être autour de ça, 6,5 peut-être. Donc, 4 ans de différé et 4 ans de remboursement. Bon, le PGE, normalement, au bout de 4 ans, lui, il a été remboursé. Donc, c'est le PPR qui prend le relais. C'est comme ça que ça a été fait. Maintenant, c'est un coût, mais en dernier recours, quand il n'y a pas possibilité d'aller chercher des dettes court terme, ce qu'on vient de voir, quand on ne peut pas mettre de prêt moyen terme classique parce que c'est un peu trop tendu ou parce qu'il faut aller chercher du différé et que finalement, l'horizon n'est pas vraiment éclairci et qu'il faut se laisser du temps et du souffle, voilà, le PPR peut être une solution avec ses 4 ans de différé et 4 ans de remboursement. Merci. On prend une ou deux dernières questions, s'il y en a. Vous nous avez éteints là. Bon, ben, je vois qu'il y en a qui nous quittent déjà. Donc, écoutez, merci à ceux qui sont venus. Donc, je vous rappelle que vous recevrez un mail pour vous donner l'accès aux slides si vous voulez les récupérer. Et puis, donc, ben, je vous souhaite une bonne soirée. Je remercie bien fort nos intervenants, comme quoi il est toujours très important de faire appel à des gens confrontés au quotidien à cette problématique. Merci à vous tous et je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée, Bonne merci. soirée. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Sophie.